Donc ici, on doit faire le perçage en deux passes. La première passe, on doit percer. Donc ici, on a descente du fourret, descente de la perceuse et rotation. Et lorsqu'on va toucher le capteur de niveau intermédiaire qui s'appelle le capteur milieu ME, on va remonter d'abord. C'est pourquoi vous voyez l'actionnaire ME ici qui veut dire monter. Et on a rotation de la broche. Je vous ai dit que lorsqu'on monte, il faut se rassurer que la broche est toujours en rotation. Et on a le capteur H qui nous indique que nous sommes au niveau haut. Et ensuite, on lance dans la deuxième passe. La deuxième passe, on descend encore avec la perceuse jusqu'au fond cette fois-ci. Et on se rassure que la broche est en train de tourner. Et lorsqu'on atteint dans le fond, on peut donc remonter, indiqué par le capteur H, et on dégage la pièce. Donc le capteur P bar nous signale effectivement que la pièce a été dégagée et le cycle recommence. Donc voilà grosso modo le fonctionnement de cet automatisme. Donc on va rapidement aller programmer ça sur Tia Portal Siemens. Donc pour tous ceux qui n'ont pas bien compris le fonctionnement de l'automatisme, veuillez me poser vos questions en commentaire. Salut à tous, aujourd'hui nous allons faire une fois de plus un exercice sur la logique séquentielle, notamment la programmation du graph-set d'une perceuse. Donc je vous présente déjà l'exercice avant qu'on aille programmer son graph-set. Donc voici l'exercice ici, il s'agit de cet exercice 1, perceuse électrique. Donc on vous dit une perceuse effectue un cycle de perçage qui est commandé par les variables booléennes D, H, M, F, B et P qui sont les entrées de l'automatisme à décrire par le graph-set. Les sorties de cet automatisme sont des variables MDR, c'est-à-dire les actionneurs. Le cycle commence lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir D, donc c'est comme départ cycle qu'on a l'habitude d'utiliser. S'il y a une pièce présente, dans la première condition pour lancer le cycle, il faut déjà que la pièce soit présente. On ne peut pas percer le vide, donc tout le monde comprend déjà cela. Ensuite, on dit les pièces à percer peuvent être de deux types, pièce basse ou pièce haute. Lorsque la pièce est basse, le cycle est le suivant. Dès le début du cycle, on a la mise en route du moteur de descente et du moteur de rotation de la broche portant le fourret. Quand le contact F est atteint, le contact F c'est celui-ci, donc c'est le capteur fin de course bas. On a bien donné les noms ici, on va y arriver. Donc on dit quand le contact F est atteint, la broche remonte jusqu'au contact H, donc c'est le capteur de niveau haut. Ce qui est jusqu'au contact H et la rotation s'arrête à ce moment-là. Donc, c'est en fait ça. Donc, vous allez remarquer que lorsque la perceuse remonte, la broche est toujours en train de tourner. Parce que si la broche ne tourne pas, il est possible que le fourret cale à l'intérieur du trou. Donc, il faut absolument que ça tourne pour remonter avec les copeaux. Donc, ici, on dit lorsque la pièce est haute, ce qui est repéré par le fait que le contact B se produit avant le contact à mi-course M, la broche remonte jusqu'au contact H quand le contact M est atteint, puis redescend jusqu'au contact F avant de remonter. Dans les mêmes conditions que dans le cycle court, correspond à une pièce basse. Avant de recommencer un cycle, il faut que la pièce à percer ait été retirée et remplacée. Donc, je rappelle que lorsqu'on perce une pièce ici, il faut retirer cette pièce et remplacer par une nouvelle pièce qui n'est pas percée avant de recommencer le cycle. Donc, étant donné que le cahier des charges n'a pas dit comment est-ce qu'on retire cette pièce, on suppose que le retrait se fait manuellement. Donc, ici, on dit décrit le fonctionnement de l'automatisme par un graph-set technologique. Donc, ici, on a donné les différents capteurs ou alors les entrées si vous voulez. Des boutons, bouton de départ, c'est un bouton poussoir. Le voici ici. Ensuite, on a donné H, O de fin de course. Donc, c'est un capteur fin de course O. Le voici ici. Ensuite, on a M à mi-course. Donc, M, c'est le capteur du niveau intermédiaire. Donc, lorsqu'on quitte du niveau haut au niveau bas, on passe par le capteur M. Donc, c'est le capteur de mi-course. Donc, c'est en fait ça. Et ici, on a F, bas de fin de course. Donc, c'est le capteur capteur fin de course bas, en fait. Donc, le capteur F, là, le voici ici. Et voici le monsieur qui actionne le capteur ici. Ce petit rectangle que vous voyez collé sur la perceuse. Donc, c'est lui qui actionne les différents capteurs M, F et H. Donc, ici, je suis au niveau de B. On a dit hauteur des pièces. Donc, le capteur B, si que vous voyez là, ça fonctionne un peu comme un interrupteur mécanique. Donc, il est déjà, lorsqu'on descend avec, avec la perceuse, ce capteur actionne directement, comment dirais-je, ce capteur est du genre, lorsqu'on descend avec la perceuse, il passe à 1 si le niveau de la pièce est haut. Donc, si c'est une pièce qui est haute, vous allez remarquer que l'état du capteur va passer à 1. Donc, ça doit fermer son interrupteur en fait. Et si jamais la pièce est basse, vous allez remarquer que l'interrupteur ne va jamais toucher la pièce. Donc, le capteur sera à son état 0. Mais si la pièce est haute, c'est la hauteur de la pièce qui va venir fermer le contact de cet interrupteur et il va passer à 1. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un interrupteur mécanique. Et ici, on a P qui est le capteur qui signale que la pièce est présente. Et ici, au niveau des actionneurs, on a M, D et R. Donc, M, c'est montée. M, c'est moteur de montée. D, c'est moteur de descente. Et R, c'est moteur de rotation. Donc, vous allez remarquer que le moteur de montée et de descente sont différents
du moteur de rotation. Donc, le moteur de rotation, même c'est le moteur de la perceuse en fait. Donc, c'est lui qui est équipé du système balai collecteur. Maintenant, le moteur de montée et de descente, c'est tout simplement un moteur à deux sens de marche. Donc, lorsqu'il fait la montée, il fait par exemple le sens direct et lorsqu'il fait la descente, il fait peut-être le sens indirect. Donc, c'est un truc comme ça. Et ici, on vous donne le schéma du perçage. Donc, ici, lorsqu'on descend et qu'on atteint le niveau intermédiaire, il faut d'abord remonter. Lorsqu'on remonte, ça nous permet de retirer les copeaux. Je vous explique pourquoi. Lorsque vous avez par exemple une pièce basse ici, là, si je positionne une pièce basse ici, là, basse en termes d'auteur, quoi. Si je positionne une pièce basse ici, vous allez remarquer que cette perceuse peut directement percer la pièce jusqu'au fond et puis remonter. Mais si je positionne une pièce qui est haute, étant donné que la hauteur de la pièce est si grande, il est difficile pour ce forêt d'arriver jusqu'au fond en un seul tour. C'est la raison pour laquelle on fait deux tours. Et le premier tour permet de percer jusqu'à un certain niveau intermédiaire qu'on appelle le niveau M. Donc vous voyez l'importance du capteur M. Et lorsqu'on atteint dans le capteur M, on remonte d'abord avec le forêt. Cela nous permet de retirer les premiers copeaux et libérer un peu le trou. Du coup, ça va nous permettre donc de passer un deuxième tour de perçage et d'arriver donc au fond. Donc le fond est identifié par le capteur F. Et une fois qu'on a atteint le fond, on remonte avec la perceuse. Et lorsqu'on remonte la perceuse, il faut se rassurer que la broche est toujours en rotation, au risque qu'elle soit bloquée à l'intérieur du trou. Donc c'est un peu ça. Donc concernant le graph-set, je vous présente rapidement le graph-set que j'ai fait dans Edit SAP. Donc concernant le graph-set de niveau 1, on a ici à l'étape initiale attente des pièces, ensuite pièces présentes et départ cycle. Donc une fois que les conditions sont réunies, on lance le cycle et on démarre le perçage. Donc lorsqu'on démarre le perçage, on a deux capteurs ici. Donc ici, on a mi-course et hauteur des pièces. Hauteur des pièces, c'est le capteur B, mi-course, c'est M. Donc une fois que cela est fait, une fois que ces deux capteurs sont renseignés, ça veut dire qu'on peut faire le premier retrait. Donc dès qu'on a l'information des deux capteurs, si on fait le premier retrait pour retirer les copeaux, ensuite on redescend encore jusqu'au fond. Donc ici, vous allez voir haut de fin de course. Donc ça, c'est lorsqu'on atteint le capteur de niveau haut. On relance encore le perçage jusqu'à ce qu'on atteigne le capteur de niveau bas, qui est bas de fin de course. Donc à chaque fois qu'on fait le perçage, si on atteint bas de fin de course, on doit remonter avec le forêt. Et dans cette remontée, il faudra que le forêt soit toujours en train de tourner. Donc la remontée est indiquée par le capteur fin de course F. Donc, une fois que le perçage est terminé, il faut évacuer la pièce avant de relancer le cycle. Et l'évacuation se fait de façon manuelle. Donc, c'est pourquoi vous avez vu, j'ai mis l'évacuation ici à l'étape 5 et on a le capteur pièce évacuée. Le capteur pièce évacuée, c'est exactement le même capteur que pièce présente, sauf qu'il est plutôt son complément. Donc, comme le capteur pièce présente s'appelle P, le capteur pièce évacuée va s'appeler P bar. Donc, vous allez voir que j'ai une divergence en haut ici, là. Donc, ici, tant que je n'ai pas un capteur tant que je n'ai pas une pièce haute, il passe directement par ici, bas de fin de course. Donc, tant que je n'ai pas une pièce qui est haute, je peux directement lancer le perçage en un seul tour. Mais si j'ai une pièce qui est haute, je vais faire le perçage en deux tours. Donc, ça, c'est la branche du perçage lorsque j'ai la pièce haute qui se présente devant moi. Et ça, c'est la branche du perçage en un seul tour. Donc, c'est en fait ça. Et de ce côté, ça c'est le graph-set de niveau 2. Donc, on remplace rapidement tous les éléments qu'on a énumérés dans le graph-set de niveau 1 par leurs actionneurs. Donc ici, on a pièce présente qui est P et on lance le départ du cycle. DC veut dire descente de la perceuse et R veut dire rotation de la broche. Donc, je commence par cette branche ici. Si on descend et on croise et on se rend compte que la pièce est basse, ça veut dire qu'on ne va pas toucher le capteur B. Donc, le capteur B, je vous ai dit que c'est ce contact mécanique. Si je vous montre encore ça ici, voici B ici là, c'est un interrupteur mécanique. Tant qu'il n'est pas actionné, ça veut dire que la pièce qui s'est présentée ici n'a pas une certaine hauteur. Donc, c'est une pièce qui est basse. Donc, dans ce cas, il faut directement percer jusqu'au fond. Et le fond est identifié par le capteur F. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, une fois que cela est fait, on passe rapidement à l'étape 4. On remonte avec le forêt. Donc, la montée ici, là, lorsqu'on fait la montée, autant pour moi, on se rassure que la broche est toujours en rotation. Donc, c'est un peu ça. Et la montée est identifiée par le capteur H. Donc, c'est le capteur fin de course de niveau haut. Donc, une fois que la montée a été faite, on peut donc dégager la pièce. Et ici, on a le capteur qui nous indique effectivement que la pièce a été dégagée. Donc, lorsqu'on a fini ce cycle-ci, matérialisé par cette branche-ci, on peut revenir ici, lancer le cycle. Maintenant, si par ailleurs, on se rend compte que la pièce qui se présente en face de nous, c'est une pièce qui a une certaine hauteur, ça veut dire que le capteur B sera donc enclenché. Donc, ici, on doit faire le perçage en deux passes. La première passe, on doit percer. Donc, ici, on a descente du forêt, descente de la perceuse et rotation. Et lorsqu'on va toucher le capteur de niveau intermédiaire qui s'appelle le capteur milieu M, on va remonter d'abord. C'est pourquoi vous voyez l'actionnaire M ici qui veut dire monter. Et on a rotation de la broche. Je vous ai dit que lorsqu'on monte, il faut se rassurer que la broche est toujours en rotation. Et on a le capteur H qui nous indique que nous sommes au niveau haut. Et ensuite, on lance dans la deuxième passe. La deuxième passe, on descend encore avec la perceuse jusqu'au fond cette fois-ci.
et on se rassure que la broche est en train de tourner. Et lorsqu'on atteint dans le fond, on peut donc remonter, indiqué par le capteur H, et on dégage la pièce. Donc le capteur P bar nous signale effectivement que la pièce a été dégagée et le cycle recommence. Donc voilà grosso modo le fonctionnement de cet automatisme. Donc on va rapidement aller programmer ça sur Tia Portal Siemens. Donc pour tous ceux qui n'ont pas bien compris le fonctionnement de l'automatisme, veuillez me poser vos questions en commentaire. Donc revenons rapidement dans Tia Portal Siemens. On va double-cliquer ici. Donc je vais aller créer un projet. Je vais venir ici sur projet. Je vais nommer ça programmation Graph7 perceuse. Ok, donc ici l'enregistrement se fait au bureau, je passe sur créer. Donc une fois que c'est bon, on va venir ici sur configurer un appareil. Donc on va choisir le CPU qu'on va utiliser pour programmer notre Graph7. Donc on va aller sur ajouter un appareil, on va sur contrôleur, on passe sur Simatic S7200, on choisit un CPU 1212, par exemple 1212 CDC. Ok, donc on prend la dernière version, compatible avec PLC Sim. Ok, donc je viens ici, première étape, je passe sur bloc de programme, je double-clique. Là, j'ai main OB1. Donc, je vais d'abord aller déclarer toutes les variables de mon Graph7. Donc, ici, je vais dérouler variable API. Je vais aller sur table des variables standards. Et comme je vais programmer tout mon Graph7 dans Tia Portal, toutes mes variables que je vais déclarer seront uniquement des variables mémoire parce que ce sont des bits qui seront forcés pour favoriser la simulation. Donc, je reviens ici dans mon cahier des charges. Voici toutes mes variables ici, donc c'est-à-dire les capteurs et les actionneurs. Donc je commence par déclarer les capteurs, ensuite les actionneurs. Donc ici j'ai DHME. Donc là j'ai D, tout ça c'est en minuscule. Ensuite j'ai H, ensuite j'ai ME. Je continue, j'ai F, B et P. Là j'ai F, B, P. Je commence maintenant par les actionneurs. Qu'est-ce que j'ai comme actionneur? MD et R. Donc ici j'ai ME, ici j'ai D et ici j'ai R. Ok. Donc ici, vous allez remarquer que M a mis 1 entre parenthèses, D a mis 1 entre parenthèses parce que justement, ça reconnaît les ME et D que j'ai déclaré en minuscule là-bas en haut. Donc ici, je vais essayer de nommer les variables là autrement. Donc, je vais remplacer les i là par m parce que je veux uniquement les variables mémoire. Donc, au niveau des adresses, je peux mettre pourcentage m1.0 pour le premier. Ok. Donc, une fois que c'est bon, je fais la recopie pour tout le reste pour que les autres variables héritent des adresses mémoire. Donc, une fois que c'est fait, je reviens donc ici sur me. Je vais mettre par exemple M1 et au niveau des D, je vais mettre D1. Donc ça, c'est par manque de choix parce que la table des variables a ses critères. Donc, je vais déclarer également une variable qui s'appelle Graph7 qui va porter à chaque fois l'étape active du Graph7. Cette variable, c'est une variable entière. Donc, son adresse sera pourcentage MW et je vais mettre par exemple pourcentage MW5. Donc, une fois que cela est fait, je viens dans main OB1. Ok, donc lorsque je suis dans main OB1, je vais prendre un comparateur. Bon, avant de commencer à programmer, il faut d'abord initialiser le Graph7. Donc, je vais aller dans ajouter un nouveau bloc. Je vais aller sur Startup pour initialiser le Graph7. Cela se fait dans l'OB Startup. Donc, vous venez dans bloc d'organisation, vous partez sur Startup et vous validez. Ok, donc pour initialiser le Graph7, cela se fait à partir d'un bloc Move. Et le bloc Move prend à sa sortie, la variable Graph7 et en entrée le numéro de l'étape qu'on veut activer. Ok, donc je reviens ici dans main OB1 et je commence la programmation de mon Graph7. Donc ici, je peux décider de programmer d'abord les actions et ensuite les transitions. Tout comme je peux décider de programmer les transitions avant les actions. Donc généralement, ce que moi je conseille, c'est que pour qu'on décide de programmer les actions avant les transitions, il faudrait qu'on ait utilisé des blocs qui vont nous obliger à programmer d'abord les actions. Puisque au niveau des transitions, on va utiliser les contacts auxiliaires des blocs qu'on aura utilisés. Donc comme ici, on n'a pas de blocs, par exemple, comme la tempo, le compteur et bien d'autres, on ne va pas
forcément commencer par la programmation des actions. Donc, on peut commencer par la programmation des transitions. Donc, je viens ici, je compare déjà mon graph 7. Pour ceux qui n'ont pas aligné leurs composants ici en haut comme moi, vous pouvez venir ici dans comparaison. Donc, c'est dans instruction de base. Vous prenez un comparateur égal, vous le mettez comme ceci, vous comparez le graph 7 à l'étape 0 et vous vérifiez. Je reviens sur mon graph 7. OK. Donc, ici, lorsque je suis à l'étape 0, je vérifie que la pièce est présente et je clique sur dépasse Y. Donc, je vais utiliser deux contacts normalement ouverts là-bas. Donc, ici, je prends le premier, le deuxième. Le premier, c'est P. Le deuxième, c'est D. Et enfin, je vais prendre un bloc move pour activer l'étape. Donc, je vous ai dit qu'à l'entrée du bloc move, on met toujours le numéro de l'étape qu'on va activer. Donc, selon la logique du graph 7, on dit toujours que l'activation de l'étape suivante entraîne la désactivation de l'étape précédente. Et pour activer l'étape, une étape X, il faut que l'étape précédente soit d'abord active et que la réceptivité qui lui est associée soit vraie. Du coup, pour activer cette étape 1, il faut d'abord que l'étape 0 soit active et que cette réceptivité-ci soit vraie. Donc, c'est ça que je viens de programmer ici, du côté de Chia Portal. L'étape 0 active et cette réceptivité, une fois qu'elle est validée, on fait move et on lance l'étape 1. Donc, c'est avec cette même logique qu'on va programmer les autres transitions. Donc, je vais mettre ici au niveau de la nomenclature du réseau, programmation des étapes transition. Donc, c'est mieux que je mette transition et étape. OK. Donc, là, je suis à l'étape 2. Donc, je peux recopier toute cette ligne-ci. Je viens coller ici. Je compare le graph 7 à l'étape 1. La transition entre 1 et 2. Entre 1 et 2, j'ai M et B. Donc, c'est ça que je viens programmer. Ici, j'ai M, c'est petit m. Et ici, j'ai B. Donc, n'oubliez pas que M1 et R1, ce sont les, ce sont les variables des actionneurs que j'ai voulu mettre les 1 devant pour éviter les duplications dans la table des variables. Donc, ici, je vais activer l'étape 2. Je continue mon travail. Il est question pour moi maintenant d'activer l'étape 3. Donc, je viens ici au niveau du logiciel Edit SAP où j'ai fait le graph 7. À l'étape 2, qu'est-ce que j'ai comme réceptivité? J'ai la variable H. Donc, je vais venir ici, j'efface l'un des contacts ici, je prends la variable H, ça me permet d'activer l'étape 3. Je continue. Là, maintenant, je vais quitter de 3 à 4. Donc, entre 3 et 4, j'ai F. Donc, je vais effacer un contact ici. Et ici, je vais mettre F. OK. Donc, ici, j'ai 3. Et ici, j'ai 4. Je continue. Entre 4 et 5, qu'est-ce que j'ai? J'ai H. Donc, ici, j'ai 4. Et ici, j'ai 5. Et au niveau de la réceptivité, j'ai H. Donc, je vais effacer le contact des D ici. Et je continue. Pour activer l'étape 0, donc lorsque je suis à l'étape 5 ici, on me dit que pour passer à 0, il faut prendre un contact normalement fermé et mettre P sur ça. Puisqu'on ne peut pas mettre P bar dans Chia Portal, donc il faut prendre un contact qui est normalement fermé pour gérer le P bar. Donc ici, je vais mettre P. OK. Et là, ça me permet d'activer l'étape 0. Donc là, je viens de finir avec la programmation des transitions et des étapes. J'enregistre déjà. Je viens ici, je mets action. OK. Donc, je peux continuer. Ici, il est question pour moi de programmer les actions de mon graph 7. Donc, première étape, j'ai l'action associée. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a une étape que je n'ai pas programmée. L'étape 4, si, je me rends compte que j'ai programmé juste cette branche. Donc, vous allez remarquer qu'il y a deux branches qui convergent vers l'étape 4. Donc, la condition d'activation de l'étape 4, c'est x1 fois f ou alors x3 fois f. Donc, j'ai fait x3 fois f et ici, je n'ai pas fait x1 fois f. Donc, je vais mettre une branche en parallèle pour ce côté-ci, en fait. Donc, ici, j'ai la transition 1,4. Donc, je reviens ici. Pour activer cette étape 4, si je vais mettre une autre branche ici. Je copie les deux ici. Je viens ici, je colle. Donc, je constate que je peux quitter aussi de l'étape 1. Je valide la transition F tel que c'est dit ici. Donc, ici, je quitte de l'étape 1, je valide la transition F et j'arrive à l'étape 4. Donc, ici, je vais rapidement fermer la branche. Donc, il faut ces deux conditions ici pour activer l'étape 4. Donc, là, je continue. Je compare mon graph 7 à l'étape 1. Et j'ai deux actions. Donc, ici, je vais mettre une bobine pour la première action et je mets une deuxième bobine pour la deuxième action. Donc, l'action associée à l'étape 1 ici, c'est D et R. L'attente des pièces ici, ce n'est pas une action qu'il faut programmer parce que c'est l'opérateur qui met la pièce. Donc, l'attente dépend du temps que l'opérateur met pour poser la pièce. Mais l'essentiel, c'est qu'une fois que ce capteur-ci est pressé, on peut lancer le cycle.
Donc, je programme une fois l'action associée à l'étape 1 qui est D et R. Donc, ici, je vais mettre D. Donc, c'est ce D1-ci. Et ici, j'ai R qui est ce grand R. OK. Donc, je continue. Après l'action associée à l'étape 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'action associée à l'étape 2, M et R. L'action associée à l'étape 3, D et R également. Donc, l'action associée à l'étape 3 sera toujours D et R. Donc, je peux déjà copier ça. Je viens coller ici. Et je mets 3. Maintenant, l'action associée à l'étape 2, c'est M et R. Donc, ici, j'ai mis M avec M1 majuscule. Donc, R, c'est pour dire que la perceuse doit toujours être en rotation, en fait. Donc, ici, j'ai descente de la perceuse, rotation de la broche. Ici, j'ai montée de la perceuse, rotation de la broche. À l'étape 3, j'ai encore descente de la perceuse, rotation de la broche. Et à l'étape 4, qu'est-ce que j'ai? J'ai montée de la perceuse, rotation de la broche. Donc, je copie l'étape 2. L'étape 2 et l'étape 4 ont les mêmes actions. Donc, je change juste le numéro de l'étape. Je continue. Je suis à l'étape 5, dégager la pièce. L'action dégager la pièce se fait manuellement. Donc, lorsqu'on va arriver ici à l'étape 5, on va tout simplement valider cette transition-ci et passer rapidement à l'étape 0. Donc, ici, je suis à l'étape 5. À l'étape 5, je suppose qu'il n'y a pas d'action. Donc, on ne va pas programmer cette étape. Donc, ici, je peux déjà enregistrer mon graphe 7. Donc là, je fais passer mon CPU en mode run. Et ici, je vais activer la liaison en ligne. J'active également la visualisation du code. Donc, on va simuler ce graph 7 avec PLC Sim. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de voir plutôt mes simulations avec l'IHM, cette fois-ci, on va plutôt le faire avec PLC Sim. Donc, pour faire la simulation avec PLC Sim, on vient sur cette petite fenêtre de PLC Sim, on clique sur ce bouton blanc-ci. Le bouton blanc qui a la flèche bleue qui pointe vers la gauche là, vous cliquez dessus et vous patientez. Ok, donc une fois que PLC Sim est ouvert, on va aller sur nouveau projet et on va nommer notre projet ici. On peut appeler ça par exemple simulation du G7 perceuse. Ok, donc on laisse ça au bureau et on clique sur créer. Ok, donc une fois que PLC Sim est ouvert, on va aller dans Table Sim. Donc on va dérouler table Sim. On va aller dans table Sim 1. Parce que c'est dans table Sim 1 qu'on importe toutes les variables qu'on a déclarées du côté tiers portal. Donc, pour ceux qui n'ont pas utilisé, pour ceux qui savent qu'ils n'ont pas utilisé les blocs fonctions dans tiers portal, il est crucial de ne pas lancer directement ici. Sinon, ça va importer avec les variables internes des blocs. Mais lorsque vous n'avez utilisé que quelques variables, vous pouvez directement cliquer ici et ça vous importe toutes les variables que vous avez déclarées. Donc, vous voyez D, H, M, E, F, B, P, M1, D1, R et graph 7. Donc, voilà toutes mes variables que j'ai déclarées ici. Et ce sont ces variables-ci qui seront forcées pendant la simulation. Donc maintenant, ce que vous allez constater, c'est que toutes mes variables sont déclarées en pourcentage M, en termes d'adresse, donc ce sont les variables booléennes. Maintenant, dans PLC Sim, on ne simule que les variables qui ont les adresses qui sont matérialisées sur l'automate. Donc, ça doit être soit une adresse d'entrée, soit une adresse de sortie. C'est-à-dire, ça doit être soit pourcentage I, soit pourcentage Q. Or, lorsque j'ai mis les adresses pourcentage M, c'est parce que je voulais simuler ça avec l'IHM. Donc, je vais aller remplacer toutes ces variables-ci par pourcentage I et pourcentage Q. Et puis, on va relancer la simulation. Donc, je reviens ici. Je pars dans la table des variables. Table des variables standard. Donc, ici, je vais remettre pourcentage I. Donc, je commence ici par I 0.0. Je valide. Et je fais la recopie pour toutes les variables d'entrée. Les variables d'entrée s'arrêtent à P. Donc, je m'arrête exactement là-bas et je valide. Ok, donc là, je vois que j'ai sauté P. Donc, P est supposé être I 0.5. Donc là, je change. Maintenant, à partir de M, je dois avoir les pourcentages Q. Donc ici, c'est pourcentage Q 0.0. Et je valide. Et ici, je change également les trois variables ici. OK. Donc, je vais revenir, je relance, je charge les modifications dans l'automate virtuel. Je clique sur charger. OK, donc je reviens dans PLC Sim pour voir si les modifications ont été prises en charge. OK. Donc, lorsque les modifications ont été prises en charge, vous vous rendez compte désormais que toutes ces cases-ci sont accessibles. Donc, ce n'est plus grisé comme précédemment. Donc, j'ai la possibilité de forcer les bits et voir le comportement de la simulation. Donc, je vais réduire cette fenêtre-ci.
Ok. Ok, donc de ce côté, j'ai la fenêtre de navigation du PLC Sim et ici, j'ai mon code. Donc, en fonction de mon graph 7, je vais forcer les entrées-sorties pour voir le comportement du système. Donc, je vais passer de l'étape 0 à l'étape 1. J'ai deux réceptivités, c'est-à-dire P et D. Donc, je vais forcer P à 1. Voici la variable P ici. Donc, je vais venir cocher cette case et je constate que le contact P s'est fermé ici. Donc, il ne reste que le départ cycle. Donc, ici, je vais lancer le départ du cycle en cliquant sur D. Donc, lorsque je clique sur D, étant donné que c'est un bouton poussoir, il est supposé rentrer à sa position initiale. Donc, je peux relâcher ça directement ici. Et lui m'a déjà envoyé l'impulsion. Il est passé à 1. Maintenant, je ne peux pas encore désactiver le capteur P parce que la pièce est encore pressée sur la pièce presse encore le capteur P en fait. Donc, je ne peux pas encore désactiver le capteur P. Donc, je peux maintenant passer de l'étape 1 à l'étape 2. Donc, ici, on a le capteur milieu et on a également le capteur de pièce haute. Donc, ça, c'est un capteur d'auteur. Donc ici, je vais venir forcer la variable ME à 1. Donc voici cette variable ici, je la force à 1. Et également, je vais forcer la variable B à 1. Donc ici, lorsque je force la variable B. Mais avant toutefois d'activer l'étape 2, je vais aller voir si l'action associée à l'étape 1 a été réalisée. C'est donc c'est-à-dire descente de la perceuse et rotation du forêt. Donc je viens ici, je constate que l'action associée à l'étape 1 est effectivement en train de fonctionner. Donc c'est comme ça qu'on programme un graph 7 dans Tia Portal. Donc je passe maintenant à l'étape 2. Donc, je reviens ici en haut. Là, j'ai déjà validé une réceptivité. Il reste la deuxième. Donc, la deuxième réceptivité, c'est B. Je viens ici sur B. J'active. OK. Donc, lorsque je force B, vous constatez que je passe donc rapidement à l'étape 2. Donc, là, j'étais à l'étape 1. Je passe maintenant à l'étape 2. Donc, lorsque je passe à l'étape 2 dit quoi? Allons voir l'action associée à l'étape 2. L'action associée à l'étape 2, c'est montée du forêt et rotation, montée de la perceuse et rotation du forêt. Ok, lorsque la perceuse va monter, vous allez vous rendre compte que le capteur M ne sera plus pressé. Mais c'est uniquement le capteur B qui sera encore pressé parce que la pièce est haute. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce que l'étape 2, là, en fait, c'est cette branche du graphe 7 signe. Donc, lorsque la perceuse va remonter, revenons ici. Revenons sur le cahier de charge. Lorsque la perceuse va remonter, vous allez vous rendre compte que le capteur M et le capteur B seront relâchés. Donc, la perceuse est supposée remonter jusqu'à la hauteur H. Donc, ces deux capteurs-ci sont normalement relâchés en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceci sous-entend que sur ma simulation, je dois relâcher le contact, le capteur B et relâcher également le capteur ME. Donc, où se trouve ME? Le voici ici. Ok. Donc, le seul capteur qui reste pressé, c'est le capteur P parce que la pièce est sur lui en fait. Donc, je reviens ici. Je suis à l'étape 2, je veux passer à l'étape 3. Donc, pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, il faut activer le capteur de niveau haut puisque je suis en train de monter avec la perceuse. Donc, je viens ici sur H et je force H à 1. Donc, je vais cliquer sur H et ça me permet de passer à l'étape 3. Donc, à l'étape 3, étant donné que je vais faire une deuxième descente, le capteur H ne sera plus pressé. Donc, je peux déjà le désactiver vu que l'étape 3 est déjà activée. Sachez que le capteur, c'est une succession de on-off. Donc, une fois qu'une étape est déjà active là, vous n'avez même plus besoin de maintenir les capteurs, que vous avez les réceptivités là 1. Vous relâchez tout ça. Ça s'exécute une seule fois dans le graph 7. C'est pour ça qu'on appelle ça la logique séquentielle. Donc, ici, je suis à l'étape 3 et la réceptivité que j'ai ici, c'est F pour activer l'étape 4. Donc, ici, je vais qu'est-ce que j'ai comme réceptivité? C'est F. Donc, je viens ici au niveau des F et je vais forcer F à 1. Ok, donc ça me permet d'activer l'étape 4 et je peux relâcher F. Donc, je peux venir ici voir si l'étape 4, si l'action associée à l'étape 4 est bel et bien en train de s'exécuter, c'est-à-dire montée de la perceuse et rotation du forêt. Ok, donc cette montée-là va nous permettre d'aller toucher le capteur H. Donc, c'est ça qu'on va vérifier ici. Je reviens ici dans PLC Sim. Donc, c'est H que je vais aller forcer à 1. Ok, donc je relâche donc H, ça me permet de passer à l'étape 5. Et une fois que je suis à l'étape 5, pour revenir à l'étape 0, il faut que je me rassure que P n'est plus pressé. Donc, il faut que la pièce soit dégagée, quoi. Et comme P ici est maintenu à 1, il faut que je le relâche, il faut que je le relâche pour que son état logique rentre à 0 pour indiquer que la pièce a été relâchée. Que la pièce a été évacuée, pardon. Donc ici, je vais venir relâcher le capteur P. Ok, donc là, vous voyez qu'on revient à l'étape 0 du graph 7. Donc, cela nous permet donc de vérifier dans cette deuxième branche
du graph7 parce qu'on n'a pas simulé cette deuxième branche ici, c'est-à-dire le passage de 1 à 4. OK. Donc, ça me permet de revenir à l'étape 0, comme je disais, en relâchant P. Donc, maintenant, pour activer l'étape 1, on revient toujours ici. Pour activer l'étape 1, on a P et D. Donc, je reviens ici, j'ai P et j'ai D. Donc, ces deux capteurs me permettent d'activer l'étape 1. Donc, une fois que l'étape 1 est activée, je peux donc relâcher D. Parce que voici D ici, là. D, c'est le bouton pour soit dépassé. Comme c'est un monostable, il doit rentrer à sa position de repos seul. Et c'est le capteur P qui doit rester pressé. Donc, une fois que je suis à l'étape 1, j'ai déjà validé cette condition pour passer à l'étape 2. Mais mon graph7 me dit que, étant à l'étape 1, j'ai une divergence en haut. Donc, je peux passer à 2 ou alors je peux passer à 4. Donc, je vérifie dans ce chemin cette fois-ci, donc en testant F. Et pour passer de 1 à 4, j'ai programmé ça ici en bas. Donc, étant ici, je vais forcer F et voir si l'étape 4 va s'activer. Donc, je reviens dans PLC Sim, je force la variable F à 1. OK. Et là, je constate que l'étape 4 est active. Donc là, je vais relâcher F et je pourrais continuer donc avec l'évolution du cycle, c'est-à-dire activer l'étape 5 et revenir à 0. Donc, je crois que tout le monde a compris comment la programmation et la simulation du graph7 se fait dans Tia Portal. Là, j'ai programmé et j'ai simulé avec PLC Sim. Je peux également simuler ça avec l'IHM. Pour simuler ça avec l'IHM, il faudrait que tous les capteurs et les actionnaires soient des bits mémoire que je vais juste forcer là-bas avec les événements que j'aurai du côté de l'IHM. Mais là, j'ai voulu programmer et simuler ça avec PLC Sim. Donc, c'est un peu ça. Et lorsqu'on a fini d'utiliser PLC Sim, si on veut revenir à la petite fenêtre de PLC Sim, il faut cliquer ici. Donc, ici, on peut enregistrer les modifications qu'on a faites dans PLC Sim. Donc, on peut les enregistrer ici. Et on peut réduire la fenêtre de PLC Sim ici. OK. Donc voilà grosso modo la programmation et la simulation de cette perceuse automatisée avec Tia Portal Siemens. Donc merci à tous de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel.